Chers auditeurs, salutations à vous tous. Vous prêtez l'oreille au 64e entretien rivarolien, celui du mois d'avril 2025, un mois qui est dédié à la Sainte Face. J'ai la joie d'être der chef en présence, en compagnie du directeur de publication de Rivarol, M. Jérôme Bourbon. Bonjour à vous. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Je suis heureux, chers amis, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo rivarolienne, celle du printemps. Celle de Pâques, d'ailleurs, je me permets déjà de souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques, qui est la solennité des solennités, la fête de la vie, de la résurrection, de l'espérance, à tous nos auditeurs. Voilà. Nous proposons aujourd'hui d'aborder diverses thématiques, et en commençant par l'actualité nationale, et si vous le voulez bien, l'affaire de la lourde condamnation de Marine Le Pen et de toutes les implications que cela peut avoir, notamment sur les élections futures. Vous savez d'abord que la politique, comme la vie d'ailleurs, elle est faite de symboles, et j'ai été frappé de voir que cette condamnation lourde, comme vous le dites fort justement, de Marine Le Pen en première instance, dans l'affaire dite des assistants parlementaires au Parlement européen, eh bien, arrive 10 ans, quasiment jour pour jour, après le processus d'exclusion, d'éjection du Front National de son père par elle-même, en fait. Ce que vous avez souligné voilà, dans votre éditorial. Ça a quand même frappé, c'est que finalement, en quelque sorte, et puis ça arrive moins de 3 mois après la mort physique de Jean-Marie Le Pen. Finalement, Jean-Marie Le Pen meurt physiquement en janvier, et elle meurt politiquement et judiciairement fin mars. Voilà, c'est quand même frappant de constater ça, et c'est difficile quand même de ne pas y voir une forme de justice immanente, parce que la façon dont elle avait quand même exclu son père, auquel elle devait tout, pas seulement la vie, mais sa carrière. C'est lui qui l'a quand même propulsé en politique et à la présidence du Front National, alors que beaucoup de gens, à juste titre, dans le mouvement ne souhaitaient pas qu'elle lui succédât, parce que précisément, ils avaient compris qu'elle n'en avait pas les idées, qu'elle n'en avait pas l'étoffe, qu'elle n'en avait pas la densité politique, culturelle et humaine. Nous pouvons citer Roger Hollande notamment, Jean-Claude Marquet. Entre autres, tous les historiques en fait. Tous les historiques, oui, qui avaient vu clair. Et nous, on les dit dans Rivarol, moi ça fait plus de 15 ans que je dis ça, et si on reprend toute la collection de Rivarol, objectivement, on avait vu juste sur la question. Au début, vous le disiez dans le désert. Je l'ai dit longtemps dans le désert. Ça l'est un peu moins maintenant. Vous êtes un peu moins Saint-Jean-le-Baptiste. Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'inimitié, d'incompréhension. Bon, voilà. Mais en réalité, c'est jamais facile d'avoir raison trop tôt, finalement. Bon. Mais il suffisait d'entendre ces déclarations, de savoir un petit peu ce qu'elle pensait, quel était son entourage, quelle était sa stratégie, qui elle était, pour ne pas avoir de doute sur ce qu'elle ferait. C'est pourquoi je n'ai pas été plus surpris que ça, même qu'elle exclut son père, auquel elle devait tout. Et donc, effectivement, 10 ans après cette exclusion, moins de 3 mois après la mort de son père, moi je vois vraiment une forme de justice immanente, honnêtement, parce que les dates sont quand même frappantes, puisque je rappelle quand même que ce processus d'exclusion a commencé le 2 avril 2015, après que, interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV, sur le détail, s'il regrettait le détail et tout ça, Le Pen a dit non, et c'est à partir de là qu'a commencé le processus d'éjection. Puis après, la semaine suivante, il nous a accordé une longue interview à Rivarol, que j'ai d'ailleurs reproduite dans notre numéro spécial à la mort de Jean-Marie Le Pen, daté du 15 janvier 2025, on peut toujours se procurer, numéro 3654, ou 3644, pardon, 3644, voilà, par internet, sur notre site rivarol.com, en papier ou en numérique. Je pense que c'est un numéro quand même historique, qu'il est bon d'avoir et d'acheter, 3144. Bon. Et donc, on a reproduit cette interview en entier, qui, à mon avis, nous présentait, tant sur un plan politique que moral ou autre, rien de choquant. Et néanmoins, ça a rendu furieuse Marine Le Pen, et donc ça a conduit au processus d'exclusion de son père en 2015, puis à la suppression de la présidence d'honneur, lui retirer la présidence d'honneur, comme c'est une piètre juriste, il a fallu qu'elle s'y reprenne plusieurs fois, bon, voilà, congrès postal qui était illégal, etc. Bon, je reviens pas sur tous ces épisodes, même l'épisode jour de ton anniversaire, le 20 juin 2017, il voulait se rendre au bureau politique comme il avait le droit en tant que président d'honneur, et elle avait fait mettre des chaînes, un cadenas et des chaînes devant le siège national du Front National, qui était à l'époque à Nanterre, le carré à Nanterre.
voilà. Cela fait un peu Suisses. écho à Monseigneur Williamson aussi, qui pour des propos similaires a eu quelques ennuis avec sa propre structure. Ah bah, de toute façon, je pense que je l'ai souvent écrit dans Rivarol. C'est à quelques années près, mais... Oui, bah, dans un cas c'est de 2009, 2009 et 2012, son exclusion, C'est et ça. Jean-Marie Le Pen c'est 2015, effectivement. Et c'est vrai que les méthodes sont assez similaires. Effectivement, Les pressions un peu les mêmes. Au fond, en quelque manière, tant le Front National que la Fraternité Saint-Pédis sont passés à quelques années près au révélateur des chambres à gaz. Au révélateur des chambres à gaz, et à chaque fois, la direction de l'organisation a préféré eh bien, s'en prendre au doyen d'organisation, si j'ose dire, dans les deux cas, l'éjecter pour finalement ne pas avoir d'ennui, complaire au politiquement, moralement, à l'historiquement correct. Voilà, voilà. Dans le temps long, nous avons eu également... Ce qui, pour le coup, n'est pas une démarche christique. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Bon, voilà. Et il y a eu Étienne Chouard après aussi, plus tardivement. Étienne Chouard, oui, dont j'ai pu dire qu'il a chu, voilà, c'est ça, il a déçu. Et déçu et déchu, il a été déchu. Voilà. Bon, mais quoi qu'il en soit, oui, enfin tout ça est quand même assez triste quand on y réfléchit. Et c'est vrai que, oui, il y a une forme de justice immanente. Alors maintenant, sur les faits eux-mêmes, puisqu'il faut quand même parler du dossier, si vous voulez, bon, je trouve que c'est très proche de l'affaire Urbain-Graco au Parti Socialiste il y a quelques années, de l'affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris du RPR, ou des affaires Fillon, Sarkozy et autres. C'est assez proche. Sur le costume et sa femme qui travaillent. Voilà, tout à fait, les emplois fictifs, etc. Bon, on est là-dedans, hein, ni plus ni moins. Et ce que je trouve un petit peu étonnant, c'est que beaucoup de gens dans le milieu qui étaient choqués à juste titre de ce qu'avait fait Juppé, de ce qu'avait fait Sarkozy, de ce qu'avait fait Fillon, ou de ce qu'avait fait le RPR ou le PS, tout ça, etc. Quand il s'agit de Marine Le Pen, tout à coup, c'est très bien, quoi. Ou ça ne pose aucune difficulté, etc. C'est quand même assez problématique. Surtout que Marine Le Pen, elle s'est toujours, comment dirais-je, montrée en redresseur de tort, puisque en 2004, elle disait au moment de l'affaire Juppé, justement des emplois fictifs de la mairie de Paris, que, je cite avec son français approximatif, je cite, les Français en ont marre de ces élus qui piquent dans la caisse. C'était son expression, je ne change pas mot. En 2004, en 2013, elle s'était prononcée publiquement pour l'inéligibilité à vie des politiciens condamnés pour corruption et détournement de fonds publics. C'est son cas. Elle est condamnée pour détournement de fonds publics. Donc finalement, l'inéligibilité, c'est bon pour les autres, mais c'est pas bon pour elle, quoi. Je veux dire, voilà. Donc effectivement, dans ces affaires-là, il y a toujours une dimension un peu politique. Évidemment, les adversaires politiques en profitent. C'est vrai que c'est le président Schutz, qui était président socialiste du Parlement européen, qui a lancé l'affaire. Mais si le Front National de Marine Le Pen n'avait pas commis l'imprudence de mettre un organigramme où il y avait les assistants, les vrais faux assistants parlementaires, qui en fait avaient tous des responsabilités importantes au sein du parti à Paris, bon bah c'est sûr que ça lui a mis il y avait matière à ce qu'il soit condamné. Oui, c'est évident, objectivement il y avait matière. D'ailleurs c'est si vrai qu'un député Front National, Jean-Luc Schaffenhauser, avait écrit au Trésorier national Valéran de Saint-Just, qui n'est pas un Himalaya d'intelligence, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, il avait écrit à Valéran de Saint-Just pour dire, mais ce que Marine Le Pen nous demande, là, ça équivaut à signer pour des emplois fictifs, on va se faire allumer, change pas un mot. Et réponse de Valéran de Saint-Just, tout en finesse, je crois que Marine sait tout cela. Je crois bien, voilà, change pas un mot. Je crois bien que Marine, c'est tout cela. Voilà. Donc ils ont en pleine conscience. Donc ils ont les aveux, ils ont les preuves matérielles, ils ont tout, quoi, je veux dire. Voilà. Donc après, qui s'étonne d'être condamné, ben je veux dire. Alors après, si vous voulez, ce que je trouve très choquant dans l'étude de Marine Le Pen, c'est qu'elle fait croire à la fiction. Après cette condamnation, de sa candidature présidentielle. Mais de même que Fillon a été condamné en première instance, en appel, et c'était confirmé par la Cour de cassation, de même pour Sarkozy, de même pour Juppé, pour tous les autres, bah, ce sera pareil pour Marine Le Pen. Ça je suis prêt à prendre tous les paris que vous voulez, qu'elle a été condamnée en première instance, elle le sera à nouveau en appel, elle le sera en cassation. Ouais. D'ailleurs, il y a quelques jours, le premier président de la Cour de cassation, Christophe Soulard, a dit de toute façon, puisqu'ils sont engagés la Cour d'appel à ce que le jugement, enfin l'arrêt de la Cour d'appel ait lieu au plus tard à l'été 2026, et le président de la Cour de cassation a dit qu'il faut purger cette affaire avant la présidentielle. Donc nous, en 6 mois, au plus tard en janvier 2027, on peut avoir une décision qui là est définitive et exécutoire. La Cour de cassation, c'est définitif. Voilà. Donc si vous voulez, on sait de toute façon que ce sera purgé avant la présidentielle, si évidemment l'élection a lieu à la date prévue, ce qui est quand même probable. Bon, et ça n'est pas la manifestation qu'elle a organisée pour elle-même. Il y a peu de monde, 5 à 7 000 personnes, c'est pas énorme. Je me rappelle le temps de Jean-Marie Le Pen pour l'inéligibilité à Mantes-la-Jolie et tout ça, il y a plus de monde. Hein. Et là,
était quand même objectivement plus choquante parce que, bon, certes, Le Pen avait eu un coup de sang, bon, il avait apostrophé une députée socialiste, mais c'était quand même une contre-manifestation. On l'empêchait d'aller sur le marché, donc, bon, peut-être qu'il aurait dû mieux contrôler son humeur, mais c'était complètement disproportionné de le condamner à une inéligibilité. D'ailleurs, c'est si vrai qu'en première instance, il y avait eu 2 ans, et ça avait été réduit à 1 an en appel. Donc, c'est que la justice elle-même s'était rendu compte. Il y avait un aspect joute politique. Voilà, il y a un aspect politique, bon, c'était excessif. Qu'à la limite, on lui met une amende, c'est une chose éventuellement, mais une éligibilité, c'était vraiment excessif. Là, dans le cas précis, bien sûr qu'il y a des affaires beaucoup plus graves que celle-là. C'est sûr que le crime du sang contaminé, l'affaire il y a quelques années des lycées, des lycées d'Île-de-France où, dans un pacte de corruption, les élus de différents partis politiques s'étaient entendus pour avoir de l'argent en sous-main et donc faire des matériaux de basse qualité. Pour les lycées d'Île-de-France, ce qui fait quand il y a une grande tempête, eh bien, beaucoup de lycées sont effondrés. Alors fort heureusement, c'est arrivé pendant des vacances scolaires ou en fin de semaine, enfin à un moment donné, il n'y a pas de cours, donc il y a eu ni mort ni blessé, Dieu soit loué, ça aurait pu être une tragédie. Hein, bon, voilà. Mais vous vous rendez compte des effets de la corruption, ça peut amener la mort d'hommes et tout ça. Donc là, évidemment, c'était quelque chose qui était beaucoup plus grave en soi, mais cela dit, sur le principe, c'est objectivement des emplois fictifs et c'est objectivement des détournements de fonds. Alors, on dit c'est le Parlement européen, donc c'est pas grave. Enfin, le Parlement européen, c'est pas l'argent du Parlement européen, c'est l'argent des contribuables français européens, de leurs impôts, quoi, je veux dire, voilà. Donc ça n'est pas quand même totalement, pas de l'argent qui vient de nulle part quand même. Donc, alors, que ce soit instrumentalisé par des adversaires politiques, c'est évident, qu'il y ait toujours une dimension politique dans les affaires, c'est évident aussi, mais on peut pas dire comme qu'il n'y a rien, quoi. Quand on crie à l'injustice totale, ça n'est quand même pas exact, et surtout, ce dont il faut avoir conscience, c'est que l'inéligibilité, et même l'exécution provisoire, c'est les députés qui l'ont voté. Donc, les politiciens, ils votent des lois, ils sont obligés de les voter. S'ils les trouvent mauvaises, ils ne les votent pas ou ils les changent. Hein. Bon, eh bien, ils les votent et quand on leur applique, ça va plus. Donc, parce que je suis désolé, si c'est un chef d'entreprise, un médecin, un commerçant qui fait des détournements de fonds, il est condamné. Hein. Et personne n'est choqué qu'il soit condamné dans ce cas-là. Alors, au motif qu'on est candidat à une élection présidentielle ou à une élection tout court, alors dans ce cas-là, on ne doit pas être condamné. La fin justifie les moyens. Dans ce cas-là, il suffit si on est corrompu de dire je suis candidat à une élection, donc la justice ne peut pas me condamner à de l'inéligibilité ou je ne peux pas avoir l'exécution provisoire s'il y a quelque chose quand même qui est quand même choquant quand même là-dedans. On est soumis à la même loi et puis. Parce que vous voyez, Balkany, s'il n'avait pas été interdit par la justice pour les détournements qu'il a fait avec sa femme, c'est impressionnant. Là, c'est proverbial même presque. Bon, eh bien, si la justice ne l'avait pas condamné à l'inéligibilité, il serait toujours maire de Levallois-Perret actuellement parce qu'il était apprécié de ses administrés. Donc ça, c'est une question de fond. Et d'ailleurs, on peut avoir ce débat-là intellectuellement. Hein. Je reconnais qu'il est intéressant. Je veux dire, est-ce que c'est le suffrage universel qui, en toutes circonstances, doit avoir le dernier mot, même quand on a affaire à des corrompus, ou est-ce que, lorsque la loi est violée de manière évidente, répétée, grave et tout ça, est-ce que des magistrats peuvent appliquer la loi à des politiciens ou pas? Ou est-ce que finalement, les politiciens sont au-dessus des lois et c'est les électeurs qui doivent décider? Ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Mais moi, honnêtement, je ne suis pas choqué dès lors que le délit est constitué et qu'il y a des lois qui sont appliquées, qu'elles puissent s'appliquer aussi aux politiciens. Oui, un homme politique ne fait pas partie de l'Olympe. Surtout que c'est le législateur, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, qui votent ces lois-là. Donc on les leur applique et après ils se choquent, on les leur applique. C'est ça qui est choquant. Parce qu'en plus, Marine Le Pen, elle est de ceux qui ont toujours dit tolérance zéro, il faut des peines planchées, la justice est laxiste. C'est pas toujours faux, hein, c'est vrai. C'est un débat là aussi qu'on peut avoir. Mais quand on l'applique à elle, là ça va plus. Là, je veux dire, voilà. Là par contre, avec elle, il faudrait un laxisme total. Bon, alors elle n'est pas la seule. Hein, ils sont tous comme ça. Moi, je me rappelle Emmanueli au PS, Juppé, tous, ils sont toujours innocents, tous. Mais c'est là qu'on voit que malheureusement, avec Marine Le Pen, le Rassemblement National, Front National, le Rassemblement National, est devenu un parti comme les autres, quoi, malheureusement. Malheureusement, dans les mœurs, dans les mentalités, dans les éléments de langage, moi je trouve ça dramatique, quoi. C'est d'une tristesse effrayante. Et donc maintenant, on en est joué dans nos milieux et tout ça. Pour défendre Marine Le Pen dans cette affaire, on en a à défendre Sarkozy. On a défendu Sarkozy en disant, moi j'ai lu dans nos milieux, les gens dire, ce pauvre Sarkozy, il a été condamné à 7 ans, d'abord il n'est pas encore condamné puisque c'est le procureur de la République qui a dit ça, mais enfin il a été condamné à notre affaire, il est sous bracelet électronique, et finalement on dit, c'est abominable, enfin Sarkozy, il est par excellence l'homme du système. Son bilan présidentiel, ça a été une catastrophe. On lui doit le traité de Lisbonne qui violait le nom des Français pour référendum à hauteur de 55% au référendum à la Constitution européenne. Hein. C'est une façon vraiment de mépriser le vote du référendum qui était quand même très clair. C'était vraiment très choquant, ça. Le traité de Lisbonne. L'assassinat de Kadhafi, abominable. En plus, quand on sait que Kadhafi lui a donné, semble-t-il, des valises de billets. En plus, le faire assassiner, enfin, c'est énorme. Et en plus, la Libye, c'était un régime autoritaire, certes, mais ça contrôlait quand même l'immigration.
l'immigration. Depuis qu'il est parti, l'immigration se répand partout en Europe, en Italie, en France, partout. Hein, donc il a été fourrier de l'immigration. Il a parlé de racailles, de Karcher, mais l'immigration a augmenté sous son quinquennat. On lui doit le démantèlement des renseignements généraux, qui était quand même très utile pour lutter contre l'islamisme radical, contre toutes les formes de terrorisme et tout ça. On lui doit l'aggravation du Pax. Pendant le présent programme de droite et tout ça, l'augmentation des impôts, des taxes, etc. Enfin, ça a été désastreux. Le débat sur l'identité nationale, voilà. Qui l'a orienté dans un sens d'ailleurs pro-métissage, oui, assimilationniste, etc. Il avait pris des ministres de gauche, etc. Il était de gauche d'ailleurs, il citait Jean Jaurès, enfin c'était... C'est un libéral libertaire, oui, voilà, multidivorcé, ayant des mœurs épouvantables, enfin franchement, qu'est-ce qui a sauvé chez Sarkozy, quoi. Donc, qu'il soit condamné et tout ça, on va quand même pas pleurer. Moi, je me réjouis pas du malheur d'autrui, mais enfin, on va quand même pas pleurer. On va quand même pas pleurer sur Sarkozy. Bon, donc si vous voulez, je trouve ça quand même consternant. C'est-à-dire que si on relit ce que disait notre presse à juste titre contre Juppé, contre Sarkozy, contre Fillon, là parce que c'est Marine Le Pen, maintenant on dit l'inverse, quoi. Donc il y a quand même une cohérence intellectuelle et une dignité intellectuelle, me semble-t-il, à avoir. Alors après, qu'on puisse la juger très sévère, la condamnation, je ne dis pas le contraire. On a dit qu'elle était lourde, d'ailleurs. Elle est très sévère. Elle est très sévère, mais disons que je pense que les magistrats, autrefois il y avait une crainte révérentielle de leur part vis-à-vis des politiciens, et maintenant ils n'hésitent plus à se faire des politiciens, si vous me partez l'expression. Voilà. Quand on voit Sarkozy, quand on voit Fillon, quand on voit... c'est vrai qu'avant, on s'en sortait, les politiciens, avec une amende, au pire avec de la prison avec sursis. Là, maintenant, ils n'hésitent plus. Bon, alors, ils ont l'air de moins ciblés à gauche, après. Mais Alors, ils hésitent d'autant moins. Alors, c'est vrai que c'est une critique qui a été faite. Bon, il y a quand même eu Cahuzac, qui est socialiste, qui a été condamné à 50 ans d'éligibilité. Mais c'est vrai que depuis la création par François Hollande, sous François Hollande, du parquet national financier, le PNF, c'est vrai que tous les gens qui ont été ciblés étaient marqués comme ayant une sensibilité de droite. Donc ça, je reconnais que la critique peut être faite, ça je reconnais, ça c'est vrai, mais cela étant dit, il faut quand même aussi être objectif, que ça puisse être instrumentalisé, c'est certain. Parce que je suis étonné que par exemple Macron, on ne leur reproche jamais rien quand même, alors que quand il était banquier d'affaires, il a gagné des millions d'euros, et ces millions d'euros ont disparu. Je me rappelle, dans la campagne 2017, il en a été un petit peu question, et le parquet national financier avait dit non, il n'y a rien d'anormal, on n'a jamais su ce que sont devenus ces millions. Comment il les a dépensés, enfin je veux dire, voilà, et il y a plein de choses autour de Macron qui sont quand même pas nettes et tout ça, donc il est vrai que il faut pas non plus être dupe ou être naïf. Il est certain que effectivement, quand on est de gauche ou lorsqu'on a les manettes, lorsqu'on est au pouvoir et tout ça, on n'est pas forcément traité de la même façon que les différentes oppositions. Même si l'opposition de Marine Le Pen, hein, c'est une opposition quand même très factice. Hein. Et en plus, bon, quand je vois il y a des gens qui se désolent qu'il ne fera pas être candidate, si c'est pour être aussi désastreuse que dans les débats où elle a été entre les deux tours en 2017 et de nouveau en 2022, où Macron l'a emporté largement tellement elle était nulle, quoi. Voilà. Alors qu'il y avait quand même matière, et plus encore en 2022 qu'en 2017, puisqu'il avait un bilan en 2022, elle a été lamentable, hein, je suis désolé. Bon, donc les gens qui se plaignent, etc., ça me paraît difficile d'avoir un pire candidat, hein, honnêtement, dans les débats, franchement. Et honnêtement, en plus, vu ce qu'elle a fait vis-à-vis de son père, qu'elle a quasiment obligé ses députés à voter il y a un an la constitutionnalisation du droit à l'avortement, c'est-à-dire les mères qui tuent le fruit de leurs entrailles, quand même. C'est comme ça, c'est le crime des crimes, quand même. Bon, et ça, c'est gravé dans le marbre constitutionnel. Bon, ben, elle a quand même voté pour ça, et elle a encouragé tous ses députés à voter pour ça, hein, faisant même des pressions exerçant des pressions très fortes pour ceux qui voulaient voter non. Ouais, faut le savoir, tout ça. Bon, voilà, ouais, elle a tout abandonné. La rétablissement de la peine de mort pour les assassins, bon, j'ai dit l'avortement, l'abrogation des lois Plaven-Guesso, la remigration, la défense de la vie et de la famille, la sortie de l'euro de l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, Philippot peut le critiquer sur certains points, mais au moins, il a eu un certain courage, une certaine cohérence intellectuelle là-dessus, de partir plutôt que de manger son chapeau et d'aller contre ses convictions. Ça, il faut lui reconnaître ça, c'est assez rare en politique. Au moins, sur la question de l'euro, de l'Union européenne, il est resté sur les positions qui ont toujours été les siennes. Du souverainisme. Voilà. Bon, ben, ça, c'est quand même appréciable, bon, parce que c'est quand même rare à noter dans les politiques, même si on peut lui reprocher d'autres choses, mais là-dessus, au moins, je préfère, à tout prendre, je préfère Philippot à Chenu. Hein. Le RN a oublié aussi main propre, tête haute, je crois que c'est une ancienne affiche. C'est une ancienne affiche. Ben, si vous voulez, le problème, c'est que, comme je l'avais dit dans un éditorial récent, c'est que jusqu'à présent, ce qu'on appelle la droite nationale ou nationaliste, la chose insu, à ma connaissance, n'avait jamais été condamné, ni poursuivi, ni condamné pour des faits de corruption, des trous dans le fonds public. Même des gens qui ont été
condamnés terriblement, férocement en justice, comme le maréchal Pétain, comme Louis XVI il y a plus de 2 siècles, comme les gens qui ont été victimes de l'épuration en 44-45, ou les partisans de l'Algérie française, ou même évidemment les dirigeants des puissances de l'Axe, etc. À ma connaissance, aucun n'ont été poursuivis ni condamnés pour corruption ou détournement de fonds et tout ça. Ils ont été condamnés pour des raisons essentiellement politiques et idéologiques, voilà. Mais pas pour des questions de droit commun, si vous voulez, pas pour des questions liées à la corruption. Et c'était quand même un peu une fierté de notre famille politique, finalement, de ne pas avoir été condamné pour des détournements, des affaires politico-financières, disons, voilà. Et Marine Le Pen, elle salit la droite nationale. Mais quelque part, c'est un peu logique, hein. L'abdication des principes, des idéaux, du programme traditionnel, des fondamentaux de la droite nationale, c'est assez logique que ça aille avec une forme de corruption. On ressemble de plus en plus aux autres. Voilà, on se banalise, et finalement, quand on n'a pas d'idéal, quand on n'a pas de conviction, bah, finalement, on est plus tenté par des arrangements qui ne sont pas forcément licites. Et j'ajoute que faut quand même pas oublier pourquoi elle a fait ça. Elle a fait ça parce que il y avait des dettes considérables au sein du Front National. Ils ont été jusqu'à 30 millions d'euros de dettes. Vous vous rendez compte, alors qu'ils avaient depuis des années un financement public annuel très important, des dons, des cotisations très importants, puisque ça marchait quand même bien le Front National. Il y avait beaucoup d'adhésions, tout ça, dans les années 2010, 2015, 2000, voilà. Et malgré cela, plus le reversement des élus, hein, des dons, des prêts, etc. Et malgré ça, comme il y avait des embauches pléthoriques, des salaires plus que de ministres, des fontaines à champagne, des petits fours à volonté, des voyages sur toute la terre, etc. Enfin, des dépenses, une gestion non seulement dispendieuse, mais ruineuse du mouvement. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que bon, bah, quelqu'un qui, par son travail, par son talent, par son génie, ou grâce à sa famille, ou par chance, la chance ça existe aussi, réussit, s'enrichit, en plus, après, s'il réinjecte cet argent dans l'économie, vivre du monde, c'est très bien. Je trouve qu'il y a une mentalité parfois chez certains Français nés de la Révolution française, marxiste, voilà, ou envieux, jalouse. Et ça, moi je suis pas pro-américain, mais j'avoue que de ce point de vue-là, chez les Américains, on ne jalouse pas les gens qui sont riches. On dit au contraire, finalement, ils ont réussi. Voilà. Ça, je trouve qu'il y a d'ailleurs, je crois que c'est Patrick Mouratoglou qui disait ça, entraîneur de tennis récemment. Il dit ce que j'aime pas dans la mentalité française, c'est que dès que quelqu'un réussit, on considère forcément qu'il est malhonnête, que c'est un escroc ou un assassin, un voyou. Alors, ça peut être le cas dans certains cas, mais c'est pas le cas toujours. C'est assez déplaisant, quoi. Je veux dire, voilà. Hein, finalement, on est jaloux si notre voisin a une plus belle maison, un jardin un peu plus grand, une plus belle voiture. Voilà. Ça, c'est quand même bon. C'est l'envie, ça fait partie du péché originel, mais je trouve que malheureusement en France c'est comme très répandu, ça, etc. Et ça c'est la mentalité peut-être assez égalitariste. Oui, c'est de la Révolution française, ça, etc. Notamment, la gauche est très là-dedans. Bon. Donc ça, je pense que ça, il faut être contre ça. Mais là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Oui, c'est pas une réussite honnête. Voilà. Mais là, en l'occurrence, il s'agit effectivement d'une gestion complètement folle et ruineuse de Marine Le Pen. Si vous voulez, Marine Le Pen, elle est née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Bon, tant mieux pour elle. Mais si vous voulez, tout lui est dû. Donc la présidence du Front National lui était due. Donc il fallait faire des purges massives qui ont été faites pour qu'elle en héritât. Voilà. Alors que l'entourage de Bruno Gollnisch, les gens les plus nationalistes, tout à fait. Voilà, donc purge avant son arrivée, purge après son arrivée, et puis un train de vie de milliardaire. Bon, moi ça me dérange pas si on a les moyens, mais à condition qu'on vive pas au-dessus de ses moyens. Surtout quand elle avait quand même des millions et des millions d'euros. Voilà, donc voilà, et puis. Par ailleurs, la présidence de la République lui était due, et on voit très bien qu'elle voulait être candidate, parce qu'elle pensait qu'elle allait gagner, c'était loin d'être fait, parce que passer la barre des 50% au deuxième tour, c'est quand même pas si évident que ça, c'était très loin d'être fait, mais elle pensait toucher au but, atteindre le Graal, finalement, et au moment, moi je trouve que symboliquement, c'est quand même, quand on y réfléchit, c'est quand même frappant. Vous savez, en général, les traîtres finissent toujours mal, hein. Les traîtres finissent toujours mal. Parce que soit on les déteste, soit on les méprise, on s'en sert et on les jette. Et c'est un peu ce qui se passe. Le système s'en est servi, Marine Le Pen, il l'a mis en avant, faut voir comment il l'a mis en avant, hein. Les débats en prime time, enfin je me rappelle, lors de la guerre de succession, enfin la bataille de succession après Jean-Marie Le Pen en 2010-2011, bon, eh bien, Bruno Gollnisch n'était invité nulle part. Hein, sa directrice de campagne avait appelé Ariel Chabot qui faisait l'émission sur France 2, la première partie de soirée et tout ça. Elle avait dit mais on a invité que Marine Le Pen, il faut aussi inviter Bruno Gollnisch, il y a 2 candidats à la présidence du Front National, oui, etc. Les médias ont choisi. Ils avaient choisi leur camp. Et Chabot avait dit, nous on a choisi Marine Le Pen. Elle lui a dit ça, c'est clair et net. Alors Jean-Claude Martinez qui manquait pas d'humour avait dit c'est parce que je crois que Chabot est lesbienne, elle devait être amoureuse de Marine Le Pen. Bon.
peut-être qu'il y avait ça, mais je pense qu'elle est ça allait très au-delà de ça. C'est que tout simplement, ils savaient très bien que Marine Le Pen, sur la Shoah, sur l'avortement, sur tous les sujets, elle était tout à fait conforme au système et qu'avec les médias avaient compris, les décideurs avaient compris qu'avec elle, elle liquiderait complètement tous les fondamentaux du Front National, comme avait dit son père lorsqu'il est passé au peloton d'exécution dans le bureau politique, si je veux dire, du FN en 2015. Il lui a dit, je cite, tu as tué l'âme du Front National, l'âme de la droite nationale. C'est évident, c'est exactement ce qu'elle a fait, quoi. Je veux dire, voilà, c'est abominable ce qu'elle a fait. Hein. Moi, j'oublie pas, parce que les gens, ils oublient, c'est vrai, mais moi, j'oublie pas. Bon, et elle continue, hein, parce que je dis encore, la constitution du droit à l'avortement, il y a un an, il y a un relativisme moral et doctrinal qui atteint même nos milieux, qui est consternant, quoi. Voilà, cette femme est épouvantable, bon, je veux dire, c'est tout, il faut dire ce qui est. Donc, elle n'a que ce qu'elle mérite, c'est tout, je veux dire, faut dire ce qui est, bon, voilà. Il y a une justice émanente, bon, voilà. Et alors, donc, maintenant, alors qu'elle pourrait, tout en qu'elle exerce ses recours légaux, elle a le droit, il n'y a pas de souci là-dessus, mais elle aurait pu dire, c'est évident au vu des faits, au vu du dossier, et au vu en plus du comportement de la stratégie de la défense qui consiste à nier grossièrement des évidences, bon, même maintenant attaquer des magistrats, c'est pas très habile. Pendant le procès, elle avait attaqué devant des journalistes la présidente en citant, je cite, sa tonalité de partialité. Mais qu'elle le pense, c'est son droit, qu'elle le dise en petit comité, pourquoi pas, mais qu'elle le dise coram populo devant les journalistes, ça ne peut qu'indisposer le tribunal. Donc vous voyez, il n'y a même pas une finesse psychologique, elle est assez bête, hein, finalement, je peux vous assurer. Oui, elle recherchait le soutien populaire peut-être, mais oui, le tribunal en face va pas apprécier. Bah, elle aurait pu ne rien dire, quoi. Ouais. Qu'elle se défende, c'est une chose, mais t'es pas obligé d'attaquer les magistrats publiquement. Enfin, ça n'est pas habile, si vous voulez. Quand on est jugé, ou alors on n'y va pas. On n'y va pas. Bon, c'est comme le jour du jugement, quand elle s'est rendue compte qu'elle allait être condamnée lourdement, elle est partie avant que la présidente ait eu le temps de terminer la lecture du jugement. Bon, bah c'est pas une attitude aussi qui est de nature à plaire au tribunal. Soit on n'y va pas, on joue la carte de la rupture, on n'y va pas, ça peut se défendre. Ou alors si on y va, on se comporte courtoisement. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais on peut pas jouer sur tous les tableaux à la fois. Voilà, ouais, bon. Ouais. Donc je viens mais je méprise. Ben voilà, c'est ça. Bon, c'est pas. Donc tout ça est lamentable. Bon, et donc si vous voulez, à partir du moment où il est évident qu'elle sera condamnée en appel, que la Cour de cassation, son premier président, a dit que l'affaire serait tranchée de toute façon avant la présidentielle, bon, c'est clair et net. Elle ne pourra pas être candidate. Elle ne pourrait pas, s'il y a une présidentielle anticipée, elle ne pourra pas à la date prévue au printemps 2027. Sauf, il n'y a pas une chance sur 100 que ça arrive, voilà. Bon. Donc, faire croire à ce scénario et tout cela, ça va pourrir toute la campagne présidentielle pendant 2 ans, avec l'appel, la cassation, alors qu'il y a des sujets fondamentaux à traiter pour le pays, la question de l'endettement, la question de l'identité du pays, la question de ses frontières, la question de son destin, la question de la vie de la famille, la question de la liberté d'expression, de la liberté de l'esprit, la question la question de l'école, enfin, il y a 10 000 questions fondamentales, sans même près des questions économiques et sociales fondamentales. L'élection présidentielle peut être quand même un moyen d'aborder ces sujets, même si on sait que de toute façon, en démocratie, on ne peut pas espérer grand-chose. Mais au moins, c'était quand même l'intérêt de Jean-Marie Le Pen, c'était d'essayer de faire accoucher les esprits, la maïotique socratique, c'est-à-dire essayer quand même d'aborder des thèmes qui fasse réfléchir les gens sur un certain nombre de sujets fondamentaux, sur la France qui est en danger, sur le destin de la nation, sur le type de société, de civilisation que l'on veut, tout cela, etc. J'en viendrai d'ailleurs tout à l'heure au débat sur l'euthanasie. Bon, entre autres, c'est des questions fondamentales, tout cela. Bon, eh bien, tout va être pollué, de même que la présidentielle 2017 a été polluée par l'affaire Fillon, celle 2022 avec la guerre en Ukraine, finalement, a tout écrasé. Macron s'est permis le luxe de refuser même tous les débats avec ses concurrents et ses adversaires. Bon, et là, cette fois-ci, tout va trôner autour du procès de Marine Le Pen, des détournements de fonds publics et tout cela. Donc évidemment, c'est tout à fait catastrophique. Mais si d'elle-même, elle avait dit, je considère que cette condamnation est injuste ou excessive, mais par souci du bien commun et du camp national, je me retire et je laisse la place à un autre, c'est été quand même beaucoup plus digne comme attitude. Voilà. Alors que là, elle force son parti, elle force ses militants, les dirigeants à la soutenir, et elle est dans une impasse. Elle ne veut pas l'admettre, mais elle est morte politiquement. Elle est morte politiquement, c'est tout, faut dire les choses. Alors je dis pas qu'elle est morte forcément définitivement, il y a des résurrections politiques, elles ne sont pas si rares que ça. Vous ne croyez pas à sa mort il y a quelques mois ou années quand je vous interrogeais, mais c'est vrai que là il y a eu un événement quand même qui change la donne. Moi il y a des gens qui me disent elle est morte après le débat du 3 mai 2017 face à Macron. Oui. Moi j'y croyais pas parce que je sais parce que je croyais pas parce que de toute façon les gens oublient finalement. Oui. Vous savez, on passe même un scandale, ça dure 15 jours, 3 semaines. 5 ans plus tard, après c'est fini. Donc on peut se permettre, c'est fini. Une condamnation judiciaire
tiers, c'est pas forcément définitif, mais là le problème c'est que si elle a 5 ans d'inéligibilité, elle est quand même un peu plus très loin de 60 ans, et puis surtout il y en a d'autres. Maintenant, oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a Bardella, il y a sa nièce, il y a Marion Maréchal, d'autres peuvent aussi émerger depuis. Donc finalement, c'est pas le vide, c'est presque trop plein, si vous voulez. Donc en réalité, donc Marine Le Pen, on l'attend pas comme le Messie. Donc finalement, les gens passeront à autre chose. Et en plus, ça fait quand même 20 ans, 25 ans qu'on la voit, les gens peuvent se lasser aussi. Voilà. En plus, on ne peut pas dire que dans les débats, elle était spécialement brillante. Donc je ne crois pas qu'il y ait une appétence particulière pour Marine Le Pen. Bon, elle bénéficie de son nom, de sa notoriété, c'est certain. Mais si elle n'est plus à même d'être élue, si elle ne peut plus être députée à la prochaine élection législative, elle va perdre son mandat de conseiller départemental déjà d'Hénin-Beaumont dans quelques jours, quelques semaines, et qu'elle peut plus se représenter à des élections, au moins pendant 5 ans. 5 ans, c'est long en politique. Et on peut passer à autre chose. Surtout qu'elle dans 5 ans, elle aura plus de 60 ans, près de 65 ans. Je crois qu'elle va se représenter au plus tard dans la présidentielle de 2032. Bon, les gens seront passés à autre chose. Il y a une nouvelle génération qui émerge. Elle apparaîtra comme, entre guillemets, has-been. Bon, voilà. Donc, moi, je pense je pense qu'elle est finie, personnellement. Je peux me tromper. C'est vrai qu'en politique, tant qu'on n'est pas mort physiquement, il peut y avoir des résurrections politiques. J'en conviens. Mais dans son cas, très sincèrement, sauf si vraiment on semble face à une impasse. Je pense qu'il y a une impasse. Sauf si vraiment en appel, il y avait des juges qui ne lui donnaient pas d'inéligibilité, ou une éligibilité avec sursis, ou une éligibilité d'1 an. Mais ce serait quand même... Ce qui est assez illusoire, oui. Enfin, on y croit modérément. D'autant plus que le dossier est quand même étayé juridiquement, il y a 152 pages de jugement, et qu'en plus, vu le comportement qu'elle a vis-à-vis des magistrats, vu la stratégie de défense et vu les faits, où ils ont toutes les preuves, ça me paraît difficile... Ça sent pas très bon. Ouais. Ça me paraît difficile qu'elle soit beaucoup moins condamnée en appel qu'en première instance. Tout est possible, mais j'en serais quand même très surpris. Bon, voilà. Donc, surtout que je dis, pourquoi on lui ferait une fleur alors qu'on n'en a pas fait spécialement ni à Sarkozy, ni à Fillon, ni à Juppé en son temps. Bon, donc pourquoi finalement elle serait mieux traitée? Ça n'a pas de sens. Bon, voilà, donc personnellement, non, je pense que pour 2027 c'est fini. Et après, je vous dis, bon, elle aura largement la soixantaine, et puis c'est pas comme s'il y avait personne. Parce que là, à une époque, quand il y avait Jean-Marc Le Pen, il n'y avait que lui. Et lui avait quand même d'autres qualités. Il avait quand même beaucoup de ressources, parce qu'il avait quand même une culture, une érudition, une prestance. Donc il était capable de tenir plus longtemps, à mon avis. Elle, à mon avis, je vois pas tellement objectivement la valeur ajoutée, si ce n'est qu'elle a le nom. Ce qui est une valeur ajoutée d'un côté, mais d'un autre côté, pour un second tour, quand il faut atteindre les 50%, Le Pen... C'est pénalisant. Ça peut être plus pénalisant, voilà. Ouais. Voilà. D'ailleurs, on entendait des reportages des électeurs du Rassemblement National qui disaient c'est pas grave, maintenant il y a Bardella, ils sont passés à autre chose finalement. Voilà. Et d'ailleurs, il part gagnant entre guillemets en termes de donc il y a de fortes chances que ce soit Bardella. De toute façon, si comme je pense elle sera condamnée en appel, elle va être obligée, je crois qu'il y a un congrès du Rassemblement National qui est prévu en septembre 2026, elle sera bien obligée de céder la place à ce moment-là. Elle est déjà pas présidente du mouvement, mais de céder la place comme candidate, ça me paraît évident. Sauf que Bardella, on voit très bien, alors déjà Marine Le Pen, elle est très loin dans la réputation. Elle est tellement allée loin qu'on se demande comment on peut aller plus loin encore, mais j'observe que lui, il a quand même été Yad Vashem le 6 mars, et il a fait un discours abominable. On me dirait, elle y aurait été aussi, simplement qu'elle n'a pas été acceptée. Elle aurait fait le même discours. Mais il faut entendre les discours qu'ont fait Marion Maréchal et Bardella, c'est abominable, c'est une abomination. Assimilant l'antisionisme à l'antisémitisme, alors que Gaza est bombardé, affamé. C'est l'actualité directe en plus. Netanyahou a bombardé, il faut savoir que depuis le 7 octobre 2023, il a fait bombarder plus de 100 000 fois ce territoire très étroit qui fait que quelques dizaines de kilomètres carrés. Et vous vous rendez compte, plus de 100 000 fois, tout est détruit. Avec des méthodes absolument inhumaines, non seulement de bombardement massif, mais en utilisant l'arme de la famine, comme faisait Staline, comme faisait Mao, l'arme de la famine. C'est-à-dire qu'on empêche l'aide humanitaire d'arriver, l'eau, la nourriture, l'essence, l'électricité, les hôpitaux sont bombardés, enfin, des gens qui sont dans des hôpitaux qui sont blessés meurent, des enfants, des femmes en couche, enfin, c'est une abomination sans nom. Et là, on n'en parle pas. On parle que de l'Ukraine, des crimes de Poutine, etc. Mais Gaza, c'est 1000 fois pire. Et on n'en parle pas du tout simplement à cause du fameux lobby que l'on sait, quoi. Voilà, ils se comportent comme des porcs, comme des criminels qu'ils sont, l'antitationiste, j'entends, et ceux qui la défendent, et voir que toutes les droites populistes, tout ce qui en tient lieu en Europe et en Occident, comment dirais-je, soutiennent ce génocide cachère, c'est absolument insupportable. C'est insupportable. Bon, c'est moralement insupportable, c'est intellectuellement insupportable, c'est spirituellement insupportable. Et quand en plus, on se réclame du christianisme pour faire ça, on met de l'eau bénite par-dessus, c'est vraiment à vomir. Or, Marion Maréchal, c'est ça. Je suis désolé. Marion Maréchal, c'est ça. Donc moi, ça me dégoûte. C'est pour ça que je suis désolé, je ne vais me faire pas que des amis en disant ça. C'est
la prostitution à leur part. C'est de la prostitution. C'est comme les gens qui vont au CRIF. Voilà, c'est abominable. Parce que là, ça va jusqu'à soutenir un génocide. Voir le nombre d'enfants, de femmes qui sont morts dans des souffrances atroces. D'ailleurs, on dit 50 000 morts, mais il y en a probablement 4 fois plus, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans les... Là, c'est ceux qu'on a, les corps qui sont identifiés, mais il y en a énormément dans les décombres. Et il continue, Netanyahou, cet enviandeur, là, ce porc, ce criminel, à continuer à bombarder en permanence, quoi. Voilà. Et ils sont prêts en Cisjordanie, aux Palestiniens, les faisant, l'armée prête des opérations absolument sauvages, en les faisant partir, à dire on vole leurs terres, on leur vole leur eau, leur nourriture, on les bombarde, on les affame, c'est abominable. Ça, c'est vraiment l'épuration ethnique. Il y a tous les critères d'un génocide. Bon. Et le monde laisse faire. Laisse faire parce que l'entité sioniste peut nous se permettre, grâce au passeport holocaustique, grâce au fait, grâce à la phrase sur laquelle on a souffert, etc. Donc, c'est une abomination de son nom. Et je répète, tout est déjà dans l'Évangile, les actes des apôtres. Là, on est dans le temps de la Passion, cette semaine, la semaine sainte. Il suffit de relire. Je rappelle toujours, le Sanhédrin voulait même faire tuer non seulement le Christ, ils l'ont fait tuer, ils voulaient même faire tuer Lazare, qu'il avait ressuscité. Ça montre de degrés de haine, de méchanceté, d'ignominie, de fureur. C'est les mêmes, ils n'ont pas changé en 2000 ans, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Bon, voilà. Au nom de la supériorité morale. Donc, voilà. Mais ces droits populistes, souvent, on n'a pas de famille aussi. C'est vrai que quand on est père de famille, en règle générale, les guerres civiles nous attendrissent un peu plus, on va dire. Oui, puis je pense aussi qu'il y a des raisons financières. C'est-à-dire qu'on voit très bien que tous les médias, la sphère Bolloré, tout cela, on peut avoir des financements. Je vois des revues très luxueuses sur papier glacé qui émergent un peu partout, tout cela, etc. Frontières et autres, tout cela. Bon, mais ça, on voit très bien que c'est une ligne cachère, quoi. Je veux dire, voilà, c'est une ligne sioniste, voilà. Oui, vous pensez à Damien Rieu et un peu tout ce milieu. Bah oui, enfin, mais c'est quasiment tout le monde. Oui, que ce soit l'incorrect, que ce soit évidemment avec Elisabeth Lévy-Causeur, que ce soit Valeurs Actuelles, que ce soit évidemment CNews, Europe 1, et tous les médias du milieu, etc. Honnêtement, en dehors de réfléchir à la lecture française, si j'en oublie, on vient m'excuser, que je parle de médias papier, je crois que c'est à peu près tout, à ma connaissance aujourd'hui, qui sont pas sur cette ligne-là. Si j'en oublie, qu'on va m'excuser. Mais tout le reste, c'est complètement soumis au sionisme et au lobby juif. En fait, ça manque beaucoup d'indépendance. On ne raisonne pas en chrétien, en européen. Entre juifs et musulmans, on fait un choix. D'un côté, pour combattre l'autre. Alors bon, en réalité, je crois que ce qu'il faut défendre, c'est la vérité dans tous les domaines. Oui. Et voir la vérité telle qu'elle est. Et des crimes de masse, comme ce qui est commis par l'armée israélienne, l'armée sioniste, les dirigeants sionistes, et qui est soutenu par quasiment toutes les droites, ce qui en tient lieu, parce qu'il n'y a plus de vraie droite en fait, en France et en Occident, hélas, dans le monde, c'est quand même effrayant. Il y a quand même une époque où c'était quand même beaucoup plus nuancé, beaucoup plus... là, c'est vraiment de la prostitution intégrale. Quoi, voilà. Et donc je pense que dans cette affaire-là, même si Marine Le Pen elle a donné aussi tous les gages et tout ça, je pense que Baradella, je pense que lui c'est vraiment le jeune homme qui est capable de faire, on lui dit de faire, il est sans limite, je pense qu'il n'a aucune conscience morale, donc il sera capable, donc là il peut réciter le texte qu'on lui demande de réciter, donc sur Yad Vashem, donc là Yad Vashem c'est pas rien, le premier qu'il avait fait si ma mémoire est bonne, dans les droites dites nationales, lorsque les médias appellent l'extrême droite, c'est Jeune Francophonie, voilà, c'est Jeune Francophonie en Italie, c'est même antérieur, je crois, c'est même dans la fin des années 90, à mon avis, 95, oui. C'était le premier, d'ailleurs ça lui a pas porté chance qu'il a disparu politiquement ainsi que son parti, bien avant Berlusconi qui lui est mort de maladie bien après, mais finir complètement disparu. Mais c'est fini le premier qu'il avait fait, après il y a eu le FPO de Haider, bon il y a eu évidemment Geert Wilders aux Pays-Bas, le Vlaams Belang, ils sont tous maintenant, Vox en Espagne, tous, pour être agréés. D'ailleurs je crois que c'est je ne sais plus si le président du Front Juif Européen, enfin une personnalité juive, qui a dit de toute façon que Bardella, Marion Marchal, ils sont là pour avoir le tampon, quoi, le tampon cachère. Mais c'est ça. Lui a le droit de le dire, nous on n'a pas le droit. Lui il a le droit. Mais c'est exactement ça. Un peu comme à la boucherie là. C'est exactement ça. C'est pour avoir le tampon, quoi. Faut tamponner, quoi. Voilà. Tampon cachère. Bon voilà. Donc voilà, le tampon de la synagogue, voilà. C'est quand même dramatique.
Hein, voilà. Et donc, mais je dois dire personnellement que, et là je ne veux pas non plus polémiquer, mais j'avoue que j'étais stupéfait de voir dans nos milieux des gens pour lesquels je ferais de la sympathie à titre personnel et tout ça, parfois de l'estime, dont parfois le jugement, mes colères ou l'amitié m'honorent, mais de voir combien on votait Zemmour, quoi. Combien j'ai vu même de catholiques convaincus, le dimanche des rameaux, c'était le dimanche des rameaux où il y a la passion, etc., où le Sanhédrin quand même va tuer le Christ et tout ça, qui après avoir communié ou avant d'avoir communié, avoir assisté à la messe, avoir chanté la passion, enfin en tout cas avoir assisté activement à la messe, on votait Zemmour, quoi. Je veux dire, bon, qui a quand même dit je prends l'Église mais contre le Christ, quoi. Bon, et qui est quand même dans tout le milieu juif, qui est juif, enfin il a montré son vrai visage après le 7 octobre, mais même déjà avant, dans ses livres, c'était quand même assez clair pour qui voulait voir. C'est quand même effrayant, quoi. Bon, j'ai vu des gens, souvent de braves gens, hein. Alors bien sûr ils disaient quelques vérités, beaucoup moins bien que Jean-Marie Le Pen, mais on voit très bien dans quel but ils faisaient ça et dans quelle orientation, quoi. C'est du national-sionisme. Ça s'est révélé de plus en plus aussi dans le temps. Mais, dans le temps, ça s'est révélé de plus en plus. Mais, enfin, déjà, on pouvait s'en rendre compte. Et depuis le 7 octobre, il y a quand même... Là, c'est clair et net. Et la première chose qu'il a faite, c'était voyager en Israël, sa véritable patrie, quoi. Il a été au mur des lamentations, etc. Non, mais ils le sont tous, quoi. Voilà. Knafo, etc. Pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont ils sont pour le maintien de l'abattage rituel, parce que forcément, voilà, ils défendent les leurs, si j'ose dire. Bon. Mais non, ça a quelque chose comme d'effrayant de voir ça. Et moi, je ne suis pas prêt. Ma conscience morale, si j'ose dire, mon sens moral m'empêche de soutenir tout cela. C'est abominable, quoi, ce qui se passe en Palestine, quoi. Et quand on connaît un peu l'histoire, c'est un peuple martyr. Et je dois dire, personnellement, quand je vois parfois des gens qui les attaquent au motif que ce seraient des Arabes, bon, il y a des Arabes musulmans et des Arabes chrétiens là-dedans, hein, mais très sincèrement, moi je les trouve formidables de résistance et de résilience. Quand je vois tout ce qu'ils prennent dans la figure... Ils émigrent pas tant que ça, d'ailleurs. Il y a quand même on fait tout avec le plan Trump, notamment, qui est abominable, qu'on veut les expulser, etc. Ils résistent quand même. Je ne suis pas sûr que si nous, Français, on prenait des bombes en permanence comme ils le font, on est traités, humiliés comme ils le sont, avec l'arme de la famine, je ne suis pas sûr qu'on résisterait autant. J'ai de gros doutes sur la question. Donc avant de les critiquer, et que même ils arrivent même parfois encore à se défendre de manière artisanale, d'un point de vue militaire, comme ils peuvent évidemment, et ils y arrivent quand même, etc., en utilisant des tunnels, en utilisant ce qu'ils peuvent. C'est impressionnant, quoi, leur capacité de résistance, hein, alors qu'on voit tout ce qu'ils prennent dans la figure. Et donc je dois dire que vraiment, moi je suis vraiment admiratif, je dois dire, de ce peuple, et je trouve triste qu'aujourd'hui la cause palestinienne soit quasiment que l'extrême gauche la plus contestable qui encore la soutienne. Sans doute pour beaucoup de manière sincère, mais malgré tout... Et par exotisme de leur côté... Non, mais c'est triste que les Palestiniens, la plupart des Palestiniens, ils ne sont pas wokistes, ils ne sont pas homosexualistes, ils ne sont pas LGBTistes, etc. Et les gens qui les soutiennent, qui sont médiatisés, c'est ça, quoi, aujourd'hui. C'est ça qui est dramatique, quoi, je veux dire. C'est une façon aussi de pourrir la cause palestinienne, ça aussi, ouais. Hein, et ça, c'est dramatique. C'est pourquoi je crois que la vraie droite, et notamment la droite catholique, doit défendre, me semble-t-il, cela, mais souvent on n'entend pas beaucoup, hein, je veux dire, ni la Ligue, ni les clercs dans le milieu et tout ça, ce que je pense que pour beaucoup, ils n'ont pas envie de prendre des risques sur ces questions-là, ou peut-être que certains disent qu'ils sont des Arabes, donc il ne faut pas les défendre, ce qui, si le cas, c'est lamentable, ils sont quand même des êtres humains, hein, et me semble-t-il, tout être humain a le droit à une famille, à une vie, à des conditions de décente, et puis c'est quand même des injustices abominables, ce sont des crimes abominables, moi ça me révolte, franchement, non, ça vraiment, moi je tant que je serai directeur de Rivarol, je ne sais pas combien de temps le bon Dieu me prêtera vie au journal, et moi je n'abandonnerai jamais la cause palestinienne, hein, parce que c'est une cause juste. Et ce qui est immoral, c'est de soutenir l'État d'Israël, hein. C'est de soutenir l'antisioniste et ceux qui le défendent. C'est abominable, ils se comportent de manière abominable. D'ailleurs, en plus, c'est des mafieux, Netanyahou, il y a plein de procès pour corruption, il fait traîner, et il utilise d'ailleurs les bombardements contre la Palestine pour essayer d'échapper à des procès. Enfin, tout ça est abominable. Là, on est vraiment dans une forme de satanisme qui va à un niveau absolument effrayant, hallucinant. Donc, il faut dénoncer tout ça. En fait, si vous voulez, le combat, il doit être total, hein. Il y a la question du révisionnisme, il y a la question de l'antisionisme, d'ailleurs il y a des liens entre eux, hein, je l'ai souvent expliqué. Du temps de Pierre Sidos, d'ailleurs, c'était pas un sujet que la droite radicale avait abandonné. Ah bah non, c'est bon qu'on puisse dire. Mais c'est vrai que certains grands médias ont pété une durite assez récemment en disant
au secours de Jean-Luc Mélenchon vole Rivarol, quoi. Oui, bah, c'est-à-dire que moi, si vous voulez, si un adversaire politique dit que il fait jour, il fait jour à midi, voilà, que le soleil éclaire le jour hein, et la lune la nuit, et les étoiles la nuit, je ne vais pas dire le contraire. Voilà. Précisément sur ça, il a raison. Sur ce point, il a raison. Donc quand il est attaqué là-dessus, je ne peux pas lui donner tort sur ce point. C'est pas pour autant qu'on n'a pas de désaccord profond et irrémédiable, et que si à mon avis il était au pouvoir, je ne pense pas que Rivarol durerait longtemps. C'est sûr. Moi, je serais longtemps en liberté. Mais c'est pas une raison que quand il dit quelque chose de vrai. Ça prouve une honnêteté intellectuelle d'ailleurs même de votre part, quoi. Mais, moi je pense qu'il faut être honnête intellectuellement. Voilà. Même quand un adversaire ou un ennemi politique dit une vérité, il faut le reconnaître. Voilà, c'est tout. C'est une question d'honnêteté intellectuelle. Moi j'aime pas l'esprit de système de toute façon, et encore moins l'esprit de secte. Voilà. Donc, oui, ces clivages un peu gauche-droite qui sont assez... souvent artificiels. Il faut défendre la vérité. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que il me semble qu'il y a une époque, ça n'était quand même pas l'emprise du sionisme, n'était quand même pas à ce point-là. Quand on voit ce qu'ils font en plus et qu'ils arrivent à avoir une telle puissance financière, médiatique, politique, au point d'acheter finalement tous ces gens. Enfin, il faut dire aussi qu'il y a un degré de lâcheté qui est effrayant aussi. Mais c'est vrai qu'on n'existe pas médiatiquement, on n'existe pas médiatiquement, politiquement et financièrement si on ne va pas dans ce sens-là. Hein. Je risque pas moi d'être invité sur CNews, hein. C'est clair. Hein. Il faut être dans le sens de Goldanel, de Lévy, de Julien Drey. Quand on pense que Julien Drey a été un des cofondateurs de SOS Racisme, hein, qui prétendait défendre les immigrés et les Arabes en France et tout ça, et qu'il soutient le génocide cachère en Palestine occupée, on voit l'imposture, l'ignominie et l'imposture de ces gens-là. Hein. Il faut quand même qu'en plus lui avait acheté des montres, Julien Drey, il a été mis en cause, lui aussi dans des achats complètement... exorbitants, etc. Voilà la moralité de ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui nous font qui nous donnent la leçon. Il fallait voir comment ils sont prenés aux Français de souche, qui voulaient simplement rester français, que la France reste la France, ce qui n'implique aucune hostilité vis-à-vis d'autres peuples, d'autres nations, d'autres races, mais simplement, voilà, il y avait une volonté de culpabiliser le fait qu'on voulait que la France reste à la France, comme chaque pays, chaque peuple doit veiller à sa préservation. Ce qui en dehors d'Europe et d'Occident est la norme, hein, d'ailleurs, les peuples asiatiques, africains, etc. Même si il y a des problèmes de natalité maintenant partout, hein. Notamment en Asie, surtout en Asie, je crois que la Corée du Sud, parmi les pires, ils sont à moins de un enfant par femme, enfin ça devient dramatique. Ils veulent imiter l'américanisme avec 10 ans de retard. Mais c'est vrai que c'est tout le problème des pays dits développés en fait. Hein. Mais si le développement, on voit de développement. Mais si le développement, c'est ça, on n'a pas envie de cette forme de développement. Oui, on abandonne son âme pour épouser le matérialisme. Exactement. Parce que finalement, je trouve que, et je le dis souvent, mais je le redis, je trouve que les familles nombreuses, quand il y a de l'amour, quand il y a du dévouement, il n'y a rien de plus beau. Hein. Moi, je vois les grandes tablées, je trouve que c'est magnifique. Moi, j'ai encore cette chance. Il y a de la vie. Je sais pas si c'est du rat, mais il y a de la vie, il y a du dialogue. Ce sont des sacrifices aussi. C'est des sacrifices aussi, mais c'est ça la vraie vie, finalement. C'est peut-être ça aussi elle est là, elle n'est pas ailleurs. Et c'est ça qui structure. Sinon, nous sommes des astres errants. Hein. Et donc, je crois vraiment l'importance de la famille nombreuse. C'est très important. Voilà. Tiens, fais attention, je mange les danettes, là. Non, on ne se lève pas pour Danette. Donc, non, trêve de plaisanterie. Donc, que disais-je? Grossièrement interrompu pour moi-même, oui. Donc, en l'occurrence, voilà. Donc, oui, les principes, la famille nombreuse, et aussi la joie de vivre, malgré tout. Malgré les ténèbres que nous vivons, il faut rester joyeux. Alors nous avons opéré un glissement par Bardella et Yad Vashem, oui. Donc on va refaire un petit saut dans l'actualité nationale au travers, donc permettez que je recueille vos propos concernant la loi sur l'euthanasie. Oui. Parce que précédemment, on a guère à Rivarol où nous avons parlé des projets de loi sur l'euthanasie. Eh bien, c'est pas un hasard, on arrive à Pâques, qui est donc la fête par excellence de la vie, de la résurrection, et finalement, on nous prépare un projet de loi sur l'euthanasie. Alors, c'est pas d'aujourd'hui. À la place des œufs. Voilà, ça avait commencé avec Gabriel Attal, Premier ministre, et ça a été repris. Alors là, ce serait une proposition de loi qui est en train d'être examinée, qui devrait être votée, en principe, je crois, si ma mémoire est bonne, le 27 mai. Donc c'est très bientôt, c'est dans quelques semaines. Et donc, c'est à la fois de l'euthanasie, du suicide assisté, puisque, en fait, c'est permettre à un certain nombre de gens, il faut avoir 18 ans, il faut avoir au moins 18 ans, mais ça, vous savez, tous les petits verrous qu'ils mettent, ils se trompent tous. C'est comme pour l'avortement, ils ont tous sauté, les verrous. Hein. Aux Pays-Bas, maintenant, même des enfants adolescents peuvent se faire euthanasier. Oui, dans 5 ans, ils reculeront là. Voilà, c'est comme pour l'avortement, c'était 10 semaines de grossesse, après c'était 12, après c'était 14,
On disait qu'il y avait des conditions de détresse qui d'ailleurs n'étaient pas définies, on enlevait les conditions de détresse, il devait y avoir un entretien préalable, on enlevait l'entretien. L'avortement, on en est à la 14e semaine tout à fait, en France. Ça je l'ai dit, au lieu de 10, 10 puis 12 puis 14, il y avait un délai de réflexion, il était enlevé, enfin, on disait que c'était un pis-aller, maintenant c'est un droit fondamental, il est même maintenant dans le marbre constitutionnel, voilà, donc bon, bah, ça sera pareil pour l'euthanasie. Plus les années passent. Et tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie ont vu d'année en année une explosion des cas. C'est vrai au Québec, c'est vrai aux Pays-Bas, c'est vrai en Belgique, c'est vrai dans tous les pays, on l'a constaté, c'est mathématique. Forcément, les législations changent les mentalités. La loi sur le divorce, la loi sur le divorce par consentement mutuel, le 11 juillet 1975, il y a 50 ans cette année, décidément cette année c'est un cinquantenaire terrible, les 50 ans de loi sur l'avortement, 17 janvier 1975, les 50 ans de la loi sur le divorce par consentement mutuel, 11 juillet 75. Bon. Et là je crains que 50 ans après on ait l'euthanasie en 2025. Eh bien le divorce par consentement mutuel a fortement augmenté les divorces et les séparations. Dès qu'on le propose et qu'on dit que c'est bien... oui, c'est-à-dire à partir du moment où on dit que c'est bien, les gens le pensent finalement. Ils pensent que ce qui est légal est moral. C'est tout. On le propose, donc c'est bien. Le grand public, il réagit comme ça, c'est évident. Il y a une forme de mimétisme, si vous voulez. C'est vrai dans tout. Regardez, là, depuis quelques années... À Rome, je fais comme les Romains. Bah oui, regardez, depuis quelques années, tout le monde enlève la cravate, un présentateur télé. Maintenant, plus personne ne porte de cravate. Hein. C'est très rare dans la rue, n'importe où. Moi, je suis frappé de voir la quasi-disparition de la cravate. D'ailleurs, des gens me disaient, ils tenaient des magasins de costumes en Duguay-Ville, et on dit on a arrêté, parce qu'on n'en vendait plus. Et les seuls, vous savez, les seuls qui achetaient encore des costumes, c'était des homosexuels et surtout des lesbiennes, quoi, etc. Ouais, je vous assure. Se plonger dans l'esthétique, voilà, c'est ça. On en est là, bon, voilà. Donc, bref, bon, donc tout ça pour vous dire que... Bon, quand on est intéressé par ça, on a un grand marché, par contre. Oui, sans doute. Mais vous voyez comme les mentalités évoluent très vite, finalement. On arrive à les faire évoluer très vite. Bon, donc... il ne faut pas croire que les législations, les lois ne modifient pas les mentalités, elles les modifient considérablement. Il y a plus de 50 ans, la majorité des Français pensaient sincèrement que l'avortement était un crime. Voilà. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, hein, c'est évident. Et l'euthanasie, je suis sûr que s'il y a un référendum aujourd'hui, compte tenu de la déchristianisation et de la déspiritualisation de la plupart de nos compatriotes, nos contemporains, je suis convaincu qu'elle sera votée massivement. Alors que... Puis quand on institutionnalise et par les lois et médicalise... ça rassure entre guillemets en plus, donc ça fait passer pour quelque chose de plus délicat. Alors que c'est quelque chose d'abominable, parce que je veux dire, ça a favorisé tous les égoïsmes, etc. On sait bien Puis la déprime du moment. Enfin, les vieillards dans les EHPAD, tout ça, si on va pas les voir, tout, etc. Pensez bien, et puis tous les abus qu'il y aura, les chantages à l'héritage, enfin, comme vous dites, une dépression, c'est vite fait finalement, qui à un moment donné n'a pas voulu mourir parce qu'il y a tellement de difficultés dans sa vie et tout ça, et après on le regretterait. Vous savez, c'est vite fait. Donc parce qu'on dit, il faudra lire une fois ou deux fois que ça suffit. Surtout en plus, si on est un petit peu dépressif, un peu malade, que vos enfants viennent pas vous voir et tout ça, c'est vite fait. C'est une abomination sans nom. Une abomination sans nom. Et je rappelle que ça, la franc-maçonnerie a toujours voulu ça, parce que c'est une façon de s'en prendre à la morale chrétienne. Et à la vie en général. Et à Dieu qui est l'auteur de la vie. Hein, c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui la retire. Hein, au moment où il la joue, au moment où il le décide. Hein. On est dans l'hubris, dans la démesure. Ce qu'on dit dans le Nunc Dimittis, le cantique de Siméon, maintenant tu peux laisser aller ton serviteur en paix, car j'ai vu le salut que tu prépares aux nations. Voilà. Bon, voilà. Eh bien, donc c'est le bon Dieu qui décide de cela. Et donc, en l'occurrence, là, on veut vraiment que ce soit l'homme. S'érige à sa place. Voilà, exactement. C'est abominable quand on y réfléchit. Bon. Et il est évident que là, au départ, on nous parle. C'est toujours le même principe comme pour l'avortement, comme pour le Pax. Au départ, c'était le Pax. Le Pax, ça devait être que le Pax. Après, il y a le mariage homosexuel, puis la PMA, puis la GPA, la transsexualité maintenant. Donc, ça va toujours plus loin. Hein. Une porte doit être ouverte ou fermée. Ça, le Pierre Sédos le disait toujours. Une porte doit être ouverte ou fermée. À partir du moment où on abdique un principe moral. Entrouverte, c'est tout le monde voilà. Pousse la porte. Exactement, c'est fini ça. Donc là-dessus, il faut être très strict sur les principes. Bon. Surtout qu'un individu peut parfois reculer devant les conséquences d'un principe. Oui, vous le dites souvent. La société jamais. En roue libre. Elle va aussi en roue libre, voilà. Et donc on l'a vu. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc on l'a vu pour l'institutionnalisation de l'homosexualité, on l'a vu sur les questions de l'avortement, sur le divorce, etc. Et là, c'est évident que sur l'euthanasie, ça va être pareil. C'est évident. On le voit dans les pays qui l'ont légalisé, qui l'ont dépénalisé ces dernières années, ces dernières décennies. Notamment des pays germaniques, oui. Tout à fait. Ils sont assez en avance. C'est même presque étonnant d'ailleurs qu'en France, ça n'a pas encore été fait. Quand on voit l'état mental et moral de la plupart de nos contemporains et de tout ce qui est fait pour les amener vers le bas, vers une déchéance morale totale, c'est même surprenant que ça n'ait pas été fait plus tôt finalement. Bon, alors, on nous parle toujours de maladies incurables, mais c'est pas simplement incurable, ça veut dire des maladies, alors en stade terminal, mais aussi en stade avancé. Qu'est-ce que vous dire en stade avancé? On parle
de mort à long terme, enfin à court terme ou à moyen terme. Qu'est-ce que ça veut dire à moyen terme? Donc on voit très bien, on parle de souffrance physique, mais aussi psychologique. Alors là, dès qu'on introduit oui, souffrance psychologique, très loin, on peut mettre ce qu'on veut de souffrance psychologique. C'est ce qu'ils ont fait pour l'avortement. L'avortement, il y avait la santé de la mère, la santé du fœtus, santé physique, mais aussi psychologique. Donc là, avec ça, c'est l'avorte ouverte à tout. Voilà, bon. Donc ils savent ce qu'ils font. Bon. Donc là, à partir du moment où ils introduisent une dimension psychologique, qu'on parle de souffrance psychologique, qu'on parle d'une mort qui sera à court terme, éventuellement moyen terme, de stade terminal ou simplement de stade avancé. Qu'est-ce que ça veut dire un stade avancé? On peut avoir un stade avancé d'un cancer qui dure 15 ans. Hein. Bon, voilà. Donc si vous voulez, on voit très bien qu'il y a une volonté, là encore, de s'en prendre au fondement même de notre civilisation. Déjà, ce qu'ils ont appelé le mariage pour tous, c'est une abomination sans nom. Traditionnellement, le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme jusqu'à la mort de l'un des deux. En vue de procréer. En vue de la procréation, absolument, absolument. Or, en l'occurrence, on a détruit tout ça déjà. Quand on y réfléchit, c'est un bouleversement des consciences, des mœurs, des institutions qui est considérable. On n'est plus dans la même civilisation. C'est une rupture anthropologique et épistémiologique qui est considérable. Voilà. Bon, ça n'est pas anodin, ça n'est pas fortuit. Et l'euthanasie, c'est pareil. Comme l'avortement, c'est pareil. On va toujours plus loin dans ce que notre ami Hannibal, Martin Peltier, appelle la révolution arc-en-ciel, dans une révolution anthropologique qui est absolument effrayante, hein, voilà. Et donc, en l'occurrence, il faut se battre de toutes ses forces contre ça, mais on joue toujours en plus, c'est ça qui est abominable, dans le faussement compassionnel, mourir dans la dignité, tout ça, alors qu'en réalité, c'est le triomphe des égoïsmes. Alors il y a des raisons, j'ai dit idéologiques, j'ai dit la maçonnerie, tout ça, un vouloir décider à la place de Dieu, tout cela, et puis il y a aussi des raisons bassement économiques, c'est que c'est une façon de réduire le problème, de résoudre de manière brutale le problème de financement des retraites. Car à partir du moment où vous ne pouvez pas augmenter massivement les cotisations qui sont déjà très élevées, cotisations sociales pour la retraite, bon, que vous ne pouvez pas baisser trop les pensions des retraités, qui pour beaucoup d'entre eux, des millions d'entre eux, sont quand même très faibles. Hein, je pense aux pensions d'agriculteurs, enfin, mais pas seulement les agriculteurs. Il y a énormément de retraités, pas tous, mais il y a énormément de retraités, l'immense majorité, qui ont des retraites de misère ou des retraites très faibles, qui leur permettent même pas de vivre vraiment décemment. Bon, eh bien, comme on peut difficilement continuer à les baisser trop, et qu'on ne peut pas augmenter en permanence les cotisations, qu'est-ce qui reste comme solution? Diminuer le nombre des retraités. Et c'est là où l'euthanasie intervient. Jacques Attali, ce prophète de malheur, l'avait dit dès 1980 dans son livre qui s'appelle L'avenir de la vie, et il avait dit les sociétés futures utiliseront comme un moyen de masse l'euthanasie, etc. Il avait annoncé ça, hein, et je rappelle que c'est l'homme qui murmure à tous les présidents de la République, de Mitterrand jusqu'à Macron, hein, sans exception aucune entre les deux. Et c'est cela, c'est exactement. Donc ça, c'est un projet qui vient de loin, hein, c'est évident, comme tout ce qui concerne le lobby LGBT, l'avortement, etc. Tout ça, ça date des années, ça a commencé dans les années 60-70, parce que les pires législations étaient dans les années 70. Hein. Même quand on y réfléchit, en 1967, la pilule contraceptive, c'est une révolution qui est absolument considérable, qu'en plus, De Gaulle a signé à colomber les deux églises le 28 décembre 1967, c'est-à-dire le jour des Saints Innocents. C'est quand même tout un symbole. Ah oui, c'est un symbole. Hein, voilà. Lui, quand on dit grand catholique, bon, eh bien, ça a complètement découplé la sexualité de la procréation. C'est évident. Elle devient récréative. Voilà, on se mariait pour des enfants, et c'était lié à la procréation. Ça a toujours été comme ça dans le monde. Il y a toujours pu y avoir quelques marginalités, quelques excès ici ou là, mais dans l'ensemble, c'était ça. Même chez les païens, bien sûr, et dans toutes les civilisations. La norme, c'était ça. La norme, c'était ça partout. Bon, voilà. Or, là, il est évident qu'à partir du moment où on a découplé ça, bon, bah, il ne faut pas s'étonner que finalement, très vite, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de stabilité des couples, des familles, que ce soit n'importe quoi. Le n'importe quoi. Hein, j'ai eu l'occasion de dire que, enfin, en l'espace de quelques décennies, le monde a complètement changé, la société a changé de manière peut-être plus impressionnante encore qu'il n'avait changé en 1000 ans. Non seulement par les transformations technologiques, techniques qui sont considérables, mais même, je dirais, dans les modes de vie et tout cela. Je veux dire, aller faire des arbres généalogiques aujourd'hui, comme c'est compliqué, le nombre de compagnons, de compagnes, d'enfants de différentes unions, etc. On voit que ça. J'ai eu l'occasion de dire, j'ai été récemment à un obsèque dans le village où j'ai passé l'essentiel de mon enfance et de ma jeunesse, et j'étais frappé de constater à cette occasion que des gens de ma génération, c'est-à-dire la cinquantaine maintenant, nés fin Pompidou, début Giscard d'Estaing, eh bien, quand j'ai leur situation, j'étais content de les retrouver, de les revoir, bien sûr, c'est normal, mais
ils avaient tous des situations absolument hallucinantes. Hein. Je veux dire, des enfants à droite à gauche, de 3 pères différents, des divorces conflictuels. Ah, c'était la génération. Non, mais moi dans mon enfance et ma jeunesse, je me rappelle encore au collège, au lycée, autant qu'ils m'en souviennent, tous mes condisciples avaient un père et une mère, en général mariés à l'église, et n'étaient pas divorcés, n'étaient pas séparés, en général n'étaient même pas en concubinage non plus, ou alors c'était vraiment tout à fait exceptionnel. Là aujourd'hui, il y a eu Jean 23 et Paul VI aussi qui sont passés par là. Non mais il faut mesurer cela. Quand je pense que Pierre Sidos me disait, alors vous direz c'est ancien, mais qu'à sa première communion, donc ça devait être dans l'immédiat de la fin de l'avant-guerre, quoi. Ça devait être fin des années 30, quoi, juste avant la guerre. Bon, eh bien, sa mère n'avait pas voulu inviter à la première communion une dame parce qu'elle était divorcée, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est impensable. Aujourd'hui, ça paraît lunaire, si vous voulez ça. Ouais. Mais c'est vous dire l'état des mœurs et tout ça. J'ai souvent cité Madame de Gaulle, hein, qui des années 50 disait. Pourtant, elle était pour la Neuwirth. Hein, c'est là que quand on est une bonne catholique, finalement, bon, hein, pas dans tous les domaines, pas tant que ça. Bon, mais lorsque Neuwirth, qui était juif et franc-maçon, qui était gaulliste, juif et franc-maçon, c'était justement l'auteur la plus contraceptive, hein, loi Neuwirth. Bon, eh bien, Talleyrand de Gaulle, on s'est traversé du désert au début des années 50 à colomber les deux églises, et que de Gaulle dit à sa femme, Yvonne, il faudra que tu prépares à la table le repas, tout ça. Il y a Neuwirth qui vient déjeuner, qui vient manger, bon, ou souper, bon, peu importe. Bon, eh bien, la réaction instinctive, spontanée de son épouse, et qui correspond quand même à un certain catholicisme traditionnel, rural de cette époque-là. Charles, vous n'y pensez pas, un juif à notre table. Hein, formidable, bon voilà, bon, ça si vous voulez, non, mais ça je veux dire, aujourd'hui c'est quelque chose qui paraît lunaire, si vous voulez, voilà. Mais si vous voulez, autrefois on avait quand même le sens de l'ennemi, si je le sens de la décence, quoi. Non mais je veux dire, c'est vrai, c'était quand même le peuple qui avait tué le Christ, il y avait quand même, vis-à-vis des catholiques, je dis pas qu'il y avait eu une hostilité radicale, mais il y avait quand même une défiance, chacun chez soi, et voilà, bon à la limite, comme me disait Pierre Sidos, si éventuellement il y avait, comment dirais-je, un juif qui tenait un magasin d'habits, tout ça, éventuellement il allait acheter des pelotes de lait, ou je ne sais quoi, etc. Voilà, mais jamais un médecin juif, jamais, je veux dire, et jamais à sa table, quoi. Enfin, l'éducation catholique traditionnelle, c'était ça. La société chrétienne, c'était ça. Bon, ça a beaucoup changé depuis. Tout a beaucoup changé. Permettez que je recueille un propos également concernant Pierre Palmade qui va être libéré. Qui a été libéré le matin même on fait cette vidéo. Je crois que c'était incessamment sous peu. Non, j'ai entendu sur France Info qu'il avait été libéré. Donc faites attention en traversant la route, regardez bien à gauche et à droite. Ça prouve que le bracelet électronique, puisqu'il y aura un bracelet électronique maintenant, est d'usage très courant. J'espère que si un jour j'ai une peine de prison, on me l'appliquera également. Cette clémence je ne sais sera accordée. Je ne sais pas, mais en tout cas... moi, je ne suis pas pour la mort du pécheur, mais pour qu'il se convertisse et qu'il vive. Mais c'est vrai que... La mort du péché, mais pas la mort du péché. Voilà, mais c'est vrai qu'il s'en sort quand même très bien dans cette affaire, parce qu'il y a quand même eu la mort d'un enfant, il y a quand même eu des personnes blessées à vie, blessées dans leur chair, dans leur âme à vie, et là, c'est pas un accident, il peut arriver qu'il y ait des accidents sans qu'on ait de responsabilité véritable, même si il me semble que si on a une conscience, si on tue quelqu'un, même sans avoir commis une infraction au code de la route, bon, il me semble que toutes nos nuits doivent être ravagées en quelque sorte. Bon, et notre vie quelque part mise entre parenthèses, c'est tellement affreux. Bon, surtout en plus si c'est un père de famille, si quelqu'un qui a des enfants, ou si c'est un enfant, c'est encore pire. Bon voilà. Bon, mais dans le cas de Palmade, c'est parce qu'il était drogué, qu'il conduisait très vite, drogué, qu'il n'était plus en état de savoir ce qu'il faisait, qu'il ait pris la voiture dans cet état-là, au point de foncer dans une voiture qui arrivait en face, semble-t-il. C'est quelque chose qui est effrayant. Le problème, c'est que c'est tombé sur Palmade, ça aurait pu tomber sur beaucoup d'autres personnes du showbiz, dont certains sont beaucoup plus, à mon avis, pervers que lui. Je pense que lui, sans du tout vouloir en rien atténuer sa responsabilité, qui est considérable, évidemment, je pense que, à bien des égards, c'est devenu victime qu'autre chose. Il est arrivé à Paris, c'est un provincial, il a fréquenté un milieu qui était complètement un milieu interlope, etc. Je pense qu'il aura un caractère assez faible, assez influençable, et parce que je pense pas que c'est quelqu'un à la base qui soit vraiment méchant. Bon, me semble-t-il, je le ressens comme ça. Ce n'est pas le pire de la liste, mais il a été un peu happé par... C'est pas le pire de la liste, d'ailleurs, je ne trouve pas qu'il ait tellement été soutenu par le showbiz. Il n'y a pas à le soutenir, mais disons, pas l'impression qu'il ait tellement eu... Je pense que ça avait été quelqu'un peut-être de plus ancré dans le showbiz. Bon, mais enfin, de toute façon, ce qu'il a fait, évidemment inqualifiable, c'est certain, mais il est vrai que
on peut s'interroger sur la relative clémence de la peine, même si dans son cas, je me demande si sa place, c'est aller vraiment en prison, ou si ce serait pas plutôt dans un hôpital pour des intoxications, pour essayer de lui enlever, si possible, ses addictions, quoi, à la drogue, à l'alcool et tout ça, etc. Ou alors s'il est en prison, il faudrait que ce soit une prison adaptée, quoi, parce que, bon, à mon avis, je crois que aujourd'hui, c'est plus un malade et une épave, quelque part, qu'autre chose, quoi. C'est triste parce que je trouvais qu'il avait un petit talent. C'était pas le plus grand humoriste, hein, à mon avis. Il n'avait pas tout le talent ni d'un Pierre Desproges, ni d'un Raymond DeVos, ni d'un Dieudonné, me semble-t-il. Mais il y avait quelques sketchs qui n'étaient pas si mal que ça. Il avait quelques talents, me semble-t-il, assez prometteurs, finalement. Bon. Et il s'est détruit lui-même. Et ce qui est plus grave, c'est qu'il a détruit d'autres personnes. C'est ça qui est dramatique. Mais ça prouve à quel point l'Église avait quand même raison, ce qu'on a critique souvent là-dessus. L'Église catholique avait raison quand même de se méfier des théâtres, de ce qu'on appelle aujourd'hui le showbiz, etc., de ce milieu-là, qui est un milieu quand même très décadent, très dégénéré quand même, très dégénéré. Combien il y a d'affaires de viols, d'agressions sexuelles, d'excès de toutes sortes dans ces milieux-là, et c'est pas parce que parfois on a des vies hors normes que ça justifie quand même tout. Hein, ou qu'on a des métiers où il s'agit de se produire, de paraître, que ça justifie tout, quoi. Et oui, l'artiste fait des originaux et en plus très adulé par la foule. Ça peut monter à la tête, quoi. Ça... Bah, vous savez, déjà quand je vois à notre humble niveau le caractère catastrophique que peut avoir Internet pour les égos, pour le narcissisme que ça implique, la susceptibilité, etc. C'est effrayant, quoi. Dans le milieu, il n'y a que ça. Et pour exister, il faut taper sur le voisin, etc. Bon, voilà. Il faut raison forcément contre l'autre. On est attaché au nombre de vues, etc. Et ça tourne parfois à l'obsession. C'est très mauvais, quoi, tout ça. Rappelons-nous l'adage, le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Et c'est vrai, finalement. Bon. Enfin, moi, je suis un peu obligé de faire quelques vidéos parce qu'il faut quand même essayer d'encourager les gens à acheter Rivarol. Voilà, donc il faut bien encourager, voilà. Il faut bien parler un peu du journal, il faut bien qu'ils se vendent. Ça n'est pas simple. Donc voilà, c'est pourquoi. Mais sinon, je m'en passerais bien. Donc, bien que ce soit très agréable de faire des vidéos ensemble, hein, j'ai trouvé beaucoup de plaisir. Mais bon, quand je vois les effets que ça sur le plan du narcissisme et tout cela, je ne pense pas que ça aide à la vertu, hein, tout cela. Donc bon, moins on y est, mieux c'est. Moi je vous dis, c'est vraiment un peu par nécessité, d'ailleurs j'en fais pas trop souvent des vidéos, parce que justement je veux pas être accro à tout ça, hein, voilà. Mais il faut bien parler de Rivarol, voilà. Donc peut-être un mot pour inviter les gens à suivre de près l'actualité rivarolienne, en sachant qu'on a épuisé à peu près tous les sujets. Tous sans doute pas, mais ajouter, non, mais j'ai déjà été trop bavard. J'espère qu'on n'aura pas trop ennuyé nos auditeurs, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'encourage vraiment tous ceux qui le peuvent à lire Rivarol. C'est bien de nous écouter dans les vidéos, mais comme elles sont gratuites, ça n'apporte pas un centime au journal. Et moi, ce qui m'importe, c'est pas tellement les vidéos, c'est le journal. Et puisqu'il existe depuis quand même près de 3 quarts de siècle, il faut que ce miracle permanent perdure. Être éduré, c'est la devise des parachutistes. Et je vous cache pas qu'en ce moment c'est difficile parce que ça fait 3 ans, ça va faire 3 ans le 4 mai, là, dans quelques jours, qu'on nous a enlevé l'agrément de la commission paritaire. Oui, déjà, oui. Et donc on a tenu jusque-là. Nos adversaires pensaient qu'en quelques mois, non maximum, on serait liquidé. On a résisté beaucoup plus longtemps qu'ils ne pensaient. Mais là maintenant, ça commence à devenir très compliqué parce que je rappelle que l'agrément de la commission paritaire, ça a comme conséquence le triplement des tarifs postaux, ce qui pour une petite entreprise comme la nôtre n'est pas rien. Le décuplement des taux de TVA, passer de 2,1 à 20, ce qui est pour chaque vente, ce qui est considérable. Et puis, en plus, on a la persécution kiosque, c'est-à-dire qu'autrefois, comme on avait l'agrément de la commission paritaire jusqu'en mai 2022, eh bien, on ne pouvait pas, les distributeurs et les marchands de journaux, les enseignes commerciales n'avaient pas le droit de ne pas nous vendre. C'est un journal considéré comme d'information politique et générale, on n'a pas le droit, c'est la loi qui dit ça, la loi Bichet de 47. Bon. Et donc, maintenant ils peuvent. Et en plus, il y a eu des groupes par internet, par téléphone, ceux qui ont fait pression en disant comment vous osez vendre ce journal-là, antisémite, négationniste, homophobe, etc. Enfin, on connaît les accusations habituelles. Et donc, c'est quand même très efficace. Et c'est très efficace notamment pour tout ce qui concerne les hypermarchés, les supermarchés, de telle manière que on a beaucoup perdu de vente parce que les gens, lorsqu'ils faisaient leurs courses, dans leur caddie, mettaient Rivarol, voilà. Et on va pas forcément, plus pratique, oui. On va pas forcément au centre-ville ou ailleurs, dans la maison de la presse ou dans le kiosque où il y a encore Rivarol. Donc c'est vrai que c'est pas simple. N'hésitez pas à nous demander pour près de chez vous, de votre domicile, de votre travail,
là où vous trouvez Rivarol, on vous le dira. On ne peut pas malheureusement mettre la liste ni sur Internet ni dans le journal parce qu'on renseignerait nos ennemis qui feraient pression sur les marchands de journaux qui ont encore le courage ou l'audace de nous vendre encore. Mais on peut très bien vous répondre pour l'endroit précis où vous êtes, ou pour un département ou une commune, etc. Si vous me le demandez par mail ou par téléphone, par courriel ou par téléphone, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à cela. N'hésitez pas à vous abonner. Même ceux qui sont déjà abonnés, à se réabonner même par anticipation. L'abonnement est automatiquement prolongé, mais ça nous permet d'avoir un peu de trésorerie, de faire des dons, petits ou grands, qui sont toujours valables. Vous avez tous sur rivarol.com pour faire un don, pour s'abonner, pour abonner de la famille, des amis. N'hésitez pas, parce que si rien ne se fait, on peut très bien en quelques mois disparaître. Parce que nous n'avons pas de mécènes, nous n'avons pas l'aide de puissances étrangères, de groupes bancaires ou politiques ou autres. Nous sommes totalement indépendants. Quelque part, c'est notre force, notre fierté, mais c'est aussi une faiblesse, en ce sens que, eh bien, on dépend que de nos lecteurs, nous en sommes fiers, mais c'est compliqué parce qu'en plus, il y a toute une génération qui s'en va maintenant. C'est une génération qui lisait beaucoup. Qui souvent aussi était quand même généreuse également, et donc ça devient compliqué. Ce n'est pas un hasard si on est le dernier titre historique à apparaître encore, après la disparition de Minutes, de l'Action française, de Présent et de tant d'autres. On est les derniers, il faut absolument durer, d'autant plus que je pense qu'on a quand même une ligne qui, je crois, est quand même unique, qui est quand même radicale, qui est intransigeante, et je crois qu'en plus on essaye quand même, me semble-t-il, d'avoir une certaine qualité littéraire, stylistique. On a un droit aux lettres qui me semble quand même très libre. On a quand même je pense, d'un certain nombre de rédacteurs, je crois, assez talentueux, bien informés, mais si on a le droit de préférer tel rédacteur à tel autre, telle rubrique à une autre, on a même le droit de considérer que Rivarol est trop ceci ou pas cela, mais il a quand même le mérite d'exister. Et le jour où il disparaît, c'est fini, il n'y aura rien d'autre d'identique ou de similaire ou d'avoisinant qui paraîtra. Il ne faut pas se faire d'illusions, quand c'est fini, c'est fini. Faire des présents, ça a été fini, Minutes, ça a été fini, le National Do, ça a été fini, tout, ça a été fini. Et le manque se faire sentir à partir de là, d'ailleurs. Voilà, parce que là, on le ressent. Parce que même s'il y a d'ici Internet, même si c'est pas la même chose, si vous voulez, d'abord, c'est souvent très fugace, et puis ça n'est quand même pas la même chose qu'un journal papier que vous pouvez lire, relire, vous tournez la page, vous y revenez, il y a des articles de fond. On lit pas de la même façon sur Internet. Il est rare que sur Internet, on lise des articles longs, de fond, où on peut parfois les imprimer, mais le plus souvent on le fait pas. Et donc, c'est pas la même chose, si vous voulez. Et puis, quelque part, c'est un peu une famille, un journal. On connaît les rédacteurs, il y a parfois des banquets, là, on n'a pas pu le faire ces dernières années, parce qu'il y a des interdictions, c'est compliqué. Je vais faire l'impossible, si on a encore envie l'année prochaine, pour les 75 ans du journal, pour qu'on fasse un grand banquet. Alors, on pourra probablement pas le faire en Ile-de-France, parce que, avec le préfet qu'on a, Laurent Nunez, on sera tous interdits. On essaiera, mon idée, c'est plutôt de le faire chez des sympathisants, qui auraient une propriété suffisamment grande pour nous accueillir. Comme ça, ils ne subiraient pas les pressions éventuelles, et on pourrait faire quelque chose. Même si c'est un repas peut-être plus familial, plus modeste, que ce qu'on a pu faire le passé, ça n'est pas grave. L'essentiel, c'est de se retrouver et de fêter. Si on est nombreux, tant mieux. Si on est moins nombreux, tant pis. Mais se retrouver, parler entre soi, c'est très important. C'est le moment d'échange, d'amitié nationaliste, rivarolienne, c'est très important. Et comme on n'a pas pu le refaire depuis des années, je vais vraiment faire l'impossible pour qu'en 2026, on puisse, l'année de 75 ans du journal, 3/4 de siècle, c'est pas rien, c'est une vie entière, et bien, qu'on puisse se retrouver. Mais encore faut-il qu'on tienne jusque-là. Donc, donnez-nous-en les moyens, on a fait des économies, on essaiera d'en faire encore partout où on peut, même si à un moment donné on arrive à l'os. Voilà. Mais en tout cas, voilà, aidez-nous par tous les moyens, petits dons, grands dons, abonnements, réabonnements, vous avez tout sur le site rivarol.com, vous pouvez aussi nous écrire édition des Tuileries, 19 avenue d'Italie, Paris 13e, mais vraiment, nous comptons vraiment sur votre soutien renouvelé, que ce soit sous forme de dons, sous forme d'abonnement, à vous-même ou à d'autres, de la famille, des amis, de courte ou de longue durée. Faites ce que vous pouvez, autant que vous pouvez, même si c'est modeste. Comme dit l'adage, les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais aidez-nous, car s'il est trop tard, il est trop tard. Après, on va revenir en arrière. Il est encore temps de le faire. Voilà. Et puis j'espère que quant à nous, on se retrouvera d'ici un mois environ pour une prochaine vidéo rivarolienne, si Dieu nous prête vie. D'ici là encore, joyeuse et sainte fête de Pâques à tous. Et vive Rivarol. Chers amis. Merci.